Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va aborder une notion qu'on avait déjà évoquée dans des précédentes vidéos qui sera les frame buffers. Alors vous verrez que dans cette vidéo on va voir plusieurs utilisations des frame buffers, mais nous ce qui va nous vraiment s'intéresser ici dans cette vidéo c'est vraiment l'initialisation d'un frame buffer avec OpenGL. Alors donc c'est parti pour cette petite présentation. Donc comment on va utiliser les frame buffers dans les moteurs de jeu. Alors les frame buffers vont permettre de pouvoir faire de nombreuses choses variées, plus ou moins complexes. Donc la première chose ici qu'on voit c'est la réflexion de CubeMap et notamment la réflexion de CubeMap dynamique. Donc on n'a pas encore vu comment faire des réflexions avec des CubeMap, mais on aura l'occasion de faire une vidéo dédiée sur le sujet. Ensuite, dans cette vidéo, on verra notamment comment afficher les rendus de différentes caméras dans l'espace. Et notamment, on verra comment afficher ce que voit une caméra à travers un petit écran ici, euh, où on utilisera les frame buffers ici. On pourra aussi utiliser les frame buffers pour les shadows, donc on verra des vidéos dédiées sur le sujet. Et sinon, la plus grande particularité des frame buffers sera vraiment utilisée pour le post-process, pour de nombreux effets de post-process, comme donc le bloom à gauche ici. Ici, on a du blur, donc le flou. Et ici, on a du depth of field, qui va permettre d'avoir du flou au niveau de certains emplacements par rapport à la caméra. Donc ça, on aura des vidéos dédiées sur le sujet, mais nous, vraiment, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sera vraiment comment rendre à travers un écran ici les différents points de vue de la caméra, de caméra autre que la caméra principale. Alors, donc, c'est parti pour les frame buffers. Donc, on avait déjà évoqué les frame buffers par le passé. Donc, le frame buffer, donc, dans OpenGL, il y a un frame buffer par défaut euh, qui est notamment initialisé par la fenêtre où le contexte est associé. Donc là, c'est GLW. Mais ici, par exemple, on a notre frame buffer par défaut qui est constitué de deux sous-buffers, un color buffer. Donc ici, on a le front color buffer. Donc, petit rappel, c'est que dans les moteurs de jeu et dans notamment les API de rendu, on a besoin d'avoir un système de double buffering pour éviter de mélanger l'écriture et la lecture en même temps. Et ça va permettre d'empêcher les différents problèmes qui peuvent se passer, comme euh, le, le flickering, donc le scintillement et ce genre de problème. Donc le frame buffer est constitué, on va dire, grosso modo, de deux sous-buffers, un color buffer et un depth buffer, donc ici. Alors le depth buffer peut aussi être mélangé avec le stencil buffer, s'il y en a. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les API de rendu. C'est que le stencil et le stencil buffer et le depth buffer sont mélangés ensemble. Donc là, je vous ai affiché le depth buffer de ce que vous voyez ici. Et si on souhaite maintenant avoir, donc là ici un point de vue de cette caméra, d'autres frame buffers, et c'est également possible dans OpenGL, eh bien on va pouvoir les initialiser et avoir aussi deux sous-buffers, un color buffer ici et un depth buffer. Alors donc ça c'était comment fonctionnent qu'est-ce que vraiment c'est un frame buffer. Donc un frame buffer est constitué de deux sous-buffers et ça va permettre en fait, donc si je continue, donc dans OpenGL on va pouvoir initialiser un frame buffer comme ceci, glgen frame buffer comme on avait fait par le passé pour les textures par exemple. On va passer un identifiant et ensuite si on souhaite rendre les différents objets qui sont ici, ça va être assez simple. Eh bien on va pouvoir le faire en bindant en fait le frame buffer et on va tout simplement utiliser les commandes de dessin classiques qu'on utilisait jusqu'à maintenant de manière basique. Eh bien, on va pouvoir dessiner maintenant non pas dans le frame buffer principal ici, donc ça sera affiché à l'écran, mais dans un frame buffer hors écran. Donc ça va être pratique, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces frame buffers comme ceci. Alors vous verrez que si vous faites uniquement ceci, eh bien on va pas pouvoir faire grand chose, hein.
et notamment ça ne veut pas fonctionner, les dessins ne vont pas pouvoir se faire car tout simplement pour pouvoir dessiner des objets dans un frame buffer, eh bien il faut pouvoir l'initialiser avec des buffers particuliers. Alors donc nous ici on va nous intéresser à créer deux buffers et qu'on va venir attacher à ce frame buffer. Donc on va venir créer un color buffer et un depth buffer, enfin un stencil depth buffer. Donc c'est parti. Donc pour pouvoir le faire, donc là ici on va commencer par initialiser le color buffer. Donc pour pouvoir initialiser le color buffer, eh bien on va générer une texture, hein, basique, hein, les color buffers sont tout simplement des textures, hein, enfin une liste de pixels. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va générer une texture, qu'on va venir bind la texture et qu'on va venir initialiser, enfin allouer en mémoire la texture. Donc GLText image 2D ici, il va venir prendre en format interne un GLRGBA8, donc 8 bits par channel, et en format tout court, on va prendre un GLRGBA, donc on veut les 4 couleurs, et en type, on veut des GL unsigned bytes. Donc ça, c'était pour l'installation, et ensuite, on peut aussi spécifier des paramètres d'échantillonnage, car comme vous allez pouvoir le constater, c'est qu'on peut utiliser notamment ces textures qui vont permettre de pouvoir l'afficher, par exemple, de manière classique avec un shader, et donc il faut pouvoir spécifier des paramètres. Et ensuite, une fois qu'on a utilisé cette texture, eh bien on peut l'attacher au frame buffer. Et pour pouvoir l'attacher au frame buffer ici, on va venir spécifier GL Color Attachment 0, qui sera notre color buffer principal. Et on va lui passer le texture ID, donc la texture qu'on aura paramétrée ici. Et ensuite, vu qu'ici, tout au début, on a bind custom frame buffer avec l'identifiant qu'on aura créé juste à gauche, eh bien, on va devoir du coup maintenant revenir au frame buffer principal et spécifier 0 si on souhaite maintenant respécifier le frame buffer par défaut. Donc ça, c'était pour le color buffer. Pour le stencil buffer initialisation, on va faire pareil. Hop. Donc, on va toujours bind le frame buffer. On va créer une texture ici. Et cette fois-ci, on va... ouais, il manque des paramètres, mais c'est pas grave. On va spécifier comme format interne GLDES24 stencil 8, donc 24 bits pour la profondeur, et enfin 24 bits pour la profondeur et 8 bits pour le stencil. En format, là c'était le format interne, le format tout court c'est GLDES stencil, et le type de données c'est GL unsigned int 24.8. Donc vu qu'on est à 24 bits pour la profondeur et 8 bits pour le stencil. Et ensuite, on l'attache également comme on avait fait pour le color buffer, sauf que cette fois-ci, on va spécifier l'attachement à GLDESP stencil. Et on revient en frame buffer par défaut. Donc ça, c'était vraiment les attachements des différents buffers. Alors, donc, ici, ce qui peut être pratique, c'est que là, les deux buffers vont pouvoir être utilisés dans notre shader. Donc ici, on va pouvoir l'utiliser dans un shader et l'afficher en fait comme texture classique, notamment avec les samples 2D. Donc, ça, c'est pratique. Mais globalement, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire tout le temps. Par exemple, pour le stencil depth, on n'a pas forcément besoin ici de pouvoir l'échantillonner dans notre shader, de pouvoir l'utiliser quoi. Eh bien, on va pouvoir optimiser cela en non pas utilisant une texture attachée au frame buffer, mais on va utiliser ce qu'on appelle des render buffers, qui seront tout simplement une petite optimisation ici. C'est tout simplement, ici, on n'aura pas besoin d'échantillonner le depth buffer ici. Donc, on pourra tout simplement créer un render buffer. Et les render buffers vont être créés de manière tout simple. Donc, on va initialiser un identifiant avec pas GN texture, c'est ici c'est GL render. Hop, GL render buffer. Donc, c'est cette fonction là. Hein. Si je me suis trompé, hop. Ici je me suis trompé, j'avais mis GL. Hop, GL texture, non, c'est GL render GL render buffer. Hop, une petite faute.
et on va venir bind le render buffer comme d'habitude, on passe l'identifiant. Pour initialiser en mémoire, eh bien, on va faire un truc tout simple, c'est qu'on va gel render buffer storage et on va lui passer gel depth 24 stencil 8 et on pourra passer la largeur et la hauteur et ensuite on pourra attacher le render buffer au frame buffer avec la fonction gl frame buffer render buffer et on lui passe comme attachement depth stencil et on lui passe l'identifiant render buffer ID. Alors, juste, je ne vous ai pas dit aussi, c'est que là, la largeur et la hauteur, c'est la largeur et la hauteur de la texture du frame buffer, et il faut en OpenGL spécifier la même largeur et la hauteur, que ce soit pour le color buffer et le stencil buffer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un width et un high égaux, mais par contre, là, le width doit être égal au width qui est ici, et le high doit être égal au high qui est ici. Donc la hauteur et la largeur doivent être similaires, que ce soit pour le depth et pour le stencil depth et pour le color. Donc ça c'était la petite particularité des render buffer, ça peut être intéressant ici notamment pour le depth, le depth stencil qu'on n'a pas besoin d'échantillonner. Mais globalement c'est bien d'avoir les deux systèmes à chaque fois dans notre moteur de jeu, c'est bien de pouvoir spécifier si on souhaite utiliser un render buffer ou un color buffer, enfin une texture plutôt. Donc ça c'était pour les différents textures et render buffer. Donc ensuite pour l'attachement ici, donc je vous avais dit que par exemple pour le color buffer, on utilise gel color attachment 0, et pour le depth stencil, on utilise gel depth stencil attachment. Et bien, il y a d'autres types d'attachements. Donc les attachements, hop, ici on en aura beaucoup, on en aura plusieurs. Donc que ce soit pour les textures ou les render buffer, on aura soit donc gel color attachment i. Et bien, on peut spécifier, en tout cas, on peut gel 15.6 31 types d'attachements. Donc on peut avoir 31, en fait 31 buffers attachés au frame buffer, hein, c'est possible. Et donc gel color attachment i, on spécifie i, on spécifie entre 0 et 31. Gel depth attachment, c'est si on veut spécifier uniquement un depth buffer seulement. On peut aussi spécifier un stencil buffer seulement, et comme on peut spécifier également un depth stencil combiné pour le depth stencil buffer. Donc ça c'était pour l'attachement. Ensuite pour l'allocation donc des buffers, je vous avais dit qu'on avait plusieurs formats, donc on a internal format et le type. Donc on va voir en détail que on peut passer ici comme paramètres. Donc pour le format, ici on a différents formats, donc gel, red, green, blue, red et green, RGB, RGBA, etc. etc. Donc tous ces, et ensuite on a stencil index, donc ça c'est pour le stencil buffer si on souhaite attacher uniquement stencil buffer. Gel depth component c'est uniquement si on souhaite attacher un depth buffer, et depth stencil c'est si on souhaite attacher un depth stencil buffer. Et les autres c'est des formats de couleurs qu'on peut spécifier pour le color buffer. Donc ça c'était pour le format tout seul. Pour le internal format, donc pour les formats internes de depth stencil et depth stencil, donc je vais vous les afficher ici. Il y en a plusieurs en fonction de si par exemple pour le depth buffer on souhaite avoir 24 bits, 32 bits, 16 bits, 32, donc 32 bits pour des flottants. Donc là c'est des entiers alors que là c'est des flottants pour le components 32F. Et GLDepth component c'est un truc par défaut où OpenGL va se charger automatiquement de spécifier automatiquement le depth component, enfin, le nombre de bits alloués. Et ensuite pour le mieux c'est d'utiliser les autres. Pour le stencil, on a pareil, index 1, index 4, index 8, index 16. Et pour les formats combinés, eh bien on a depth 24 stencil 8 et depth 32f stencil 8. Donc le deuxième là, c'est des flottants, donc sur 32 bits pour le profondeur et 8 bits pour le stencil. Donc ça, c'est des petits formats qu'on peut spécifier si on souhaite changer la manière dont est alloué le buffer. Donc ça, c'est pour le depth stencil et depth stencil. Et ensuite, pour les couleurs, il y en a une tonne, en fonction de si on souhaite avoir un channel, 2 channels, 3 channels, 4 channels, ou si on souhaite avoir les bits de 8 bits ou 16 bits pour des formats non signés.
Donc ici, j'ai mis plusieurs types de formats, de toute façon je les afficherai, c'est assez détaillé. Donc là, ici en premier, on affiche les formats non signés entre 0 et 1, et signés. Donc, signé, c'est S-norm ici, entre -1 et 1. Normalized integer format, donc c'est des formats entiers normalisés à chaque fois. Donc là, R8 par exemple, c'est un channel de 8 bits, ici, non signé, donc c'est-à-dire que ça va, dans notre shader, on va pouvoir spécifier des valeurs entre 0 et 1. Et ensuite c'est pareil avec plusieurs channels. Ici on a les formats en floating point, donc c'est des flottants et pas des entiers. Ici on a des formats unsigned et signed integer format, cette fois-ci non normalisé, donc c'est plus entre 0 et 1. Donc c'est sûrement entre, par exemple ici c'est entre 0 et 255, etc., etc. Ensuite on a des formats sRGB. Et ensuite, on a des formats un peu custom qui ont été utilisés par le passé, et à voir s'ils seront utilisés encore actuellement. Donc dans tous les cas, nous, globalement, ce qu'on utilise ici, si on revient dans le color buffer, donc pour le format interne, c'est GL RGB 8. Le format tout court, c'est GL RGBA, format de pixel. Et le type de données, c'est GL Unsigned Bytes. Donc c'est ce qui nous intéresse vraiment la plupart du temps pour les buffers. Donc, ensuite, hop, on revient ici. Donc ça, c'était vraiment interne. Je vous ai mis quelques petites spécifications si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet. Et ensuite, on a les types de données, donc unsigned byte, unsigned short, unsigned int, float, etc., etc. Et notamment pour le dev stencil, nous, ce qu'on a utilisé, c'est GL unsigned int 24 et 8. Donc c'est ce type de données qu'on utilise quand on veut souhaiter initialiser un buffer dev stencil. Et c'était à peu près tout concernant les frame buffers. Globalement, il n'y a pas grand chose. C'est à comprendre, c'est vraiment que le frame buffer, simplement, c'est deux sous-buffers et on les affiche. Et si on souhaite les utiliser, eh bien, on bind le frame buffer. On clear le frame buffer comme on avait pu clear le frame buffer par défaut dans OpenGL dans les vidéos précédentes. Et ensuite, on rend nos objets de manière classique avec des GL draw éléments. Ça va automatiquement draw l'élément dans le frame buffer. Et si on souhaite utiliser dans le shader, eh bien on va tout simplement bind l'ID de la texture du color buffer par exemple ici. Alors, donc ça c'était pour la petite théorie. Donc en pratique, qu'est-ce que ça va faire? Donc maintenant on va voir dans notre moteur de jeu ce qu'on souhaite avoir. Donc nous, ce qu'on va nous s'intéresser à faire, c'est vraiment ceci ici. Donc c'est affiché dans l'écran ici ce que voit cette caméra. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai initialisé des objets. Hop, donc ce qu'on va faire, je vais mettre en commentaire ceci. Hop. Donc ça, on va pas mettre en commentaire tout ça, on va juste mettre en commentaire ceci. Donc ce que j'ai fait moi, donc j'ai fait une petite scène. Donc j'ai repris la scène qu'on avait par le passé. Hop. Donc notamment sur la scène alpha. Et donc là, donc on voit ici qu'on a toujours notre scène avec l'alpha. Ici, il y a une petite caméra que j'ai, hop, normalement elle affiche sur le mur, mais là je l'ai décalé pour, comme vous le verrez par la suite. Donc là, il y a une petite caméra qui va venir rendre la scène, et on va pouvoir l'afficher ici. Donc ce qu'on a fait, hop, donc comme à mon habitude, hop, j'ai créé un asset qui s'appelle render texture, donc qui va permettre de pouvoir spécifier une render texture ici. Alors, donc render texture, hop, donc render texture, donc ça sera une texture classique qui va venir prendre un frame buffer identifiant. Hop, je vais me remettre avec la caméra. Hop. Donc il va reprendre un frame buffer identifiant.
une liste d'attachements. Donc là, mTexture buffer, c'est pour savoir quel attachement c'est fait. Hein. Buffer attachement, je vous rappelle que c'est donc ici j'ai mis color attachement de 0 qui va de 0 jusqu'à 31. Et ensuite ici on a les 3 sous-enums. Et en fait à chaque fois j'ai fait des différents enums pour à chaque fois les données. Donc data type c'est ça. Hein. Internal renderable format, c'est tous les formats internes. Hop, ici. Color renderable format, c'est les formats internes, mais uniquement pour des couleurs. Le format, donc ici j'ai mis tous les formats mélangés. Color format, donc c'est les formats de couleurs. Depth stencil depth renderable format, c'est les formats de depth. Donc, voilà. Donc d'ailleurs, ça c'est les formats internes. Ici normalement il faut mettre internal renderable format, parce qu'en fait il faut pas. Bon, après c'est renderable format, en fait il y a le format de rendu et les formats donc les depths, le stencil, render format, etc. Donc si je reviens dans mon render texture, donc j'ai une liste de texture buffer et j'ai également une liste de render buffer ID. Donc là, render buffer ID, c'est notamment si on souhaite optimiser et qu'on souhaite spécifier un buffer comme étant un render buffer. Et ça, vous verrez par la suite. On a ajouté un bug buffer, une liste d'identifiants de bug buffer. Et ensuite, on a des fonctions. Donc, les fonctions qui vont nous intéresser ici, c'est attache buffer, qui va venir en tout cas attacher de manière automatique des buffers ici. Donc, on va spécifier certaines. Donc, le buffer attachment, donc on va spécifier qu'est-ce qu'on souhaite attacher. Le format interne, le format, le type de données. Est-ce qu'on souhaite utiliser un render buffer ou pas? Et le type de paramètres qu'on va pouvoir spécifier. Donc ici, layer texture info, c'est tout simplement les paramètres que j'ai spécifiés ici. Donc les paramètres de wrapping, de minification, de magnification, les mipmaps, est-ce qu'on souhaite générer ou pas les mipmaps, et j'ai mis l'identifiant ici. Alors, et enfin, donc, un petit paramètre, vous verrez qu'on va faire du double buffering, mais globalement on va pas le voir ici, vous verrez pourquoi on l'a ajouté. Et voilà, puis après j'ai mis des fonctions, donc bind frame buffer, unbind frame buffer. Donc bind frame buffer, ça va bind le frame buffer avec l'identifiant, et unbind frame buffer, ça va juste revenir au frame buffer par défaut. Et si je reviens ici, ensuite on a des sous-fonctions qui vont appeler en interne la tâche buffer, mais moi j'ai spécifié attache color buffer, j'ai overridé la fonction, attache des buffer, les fonctions pour acheter des stencils, les fonctions pour attacher des depth stencils en même temps, et des tâches buffer, si on souhaite détacher un buffer qu'on souhaite ne plus utiliser. Et swap buffer, vous verrez par la suite. Alors dans texture, j'ai également un peu modifié, car tout simplement c'est que avant texture, il possédait uniquement qu'un identifiant OpenGL. Et bien maintenant, j'ai un peu changé la donne, et je fais en sorte que maintenant, au lieu d'avoir juste un identifiant, et bien maintenant j'ai une liste de textures. Donc le mLayer texture info, et ça va stocker en fait des sous-layers. Et notamment j'ai modifié un peu mes fonctions. Par exemple, si je prends cette fonction là, set wrapping horizon parameter, le layer. Donc je peux spécifier un paramètre pour un layer particulier, et je spécifie le paramètre, et ensuite ici je viens changer le paramètre avec OpenGL. Donc c'était la petite particularité que j'ai fait pour changer la texture, enfin la classe texture. Et ensuite, donc, ce qui va nous intéresser, donc ici, alors le render texture 2D, il va prendre une largeur et une hauteur. Donc ici j'ai spécifié la largeur et la hauteur. Je spécifie je crée l'identifiant du frame buffer, et ensuite ici c'est une fonction qui permet de savoir si le frame buffer est bien initialisé. Et ici en fait il ne sera pas initialisé car on lui a tout simplement pas attaché des buffers. Donc pour pouvoir savoir pour qu'un frame buffer soit correctement initialisé, il faut lui attacher les bons buffers, et vous verrez en fonction de différents paramètres, ça va pas forcément être bien initialisé. Alors, donc, ici, c'était une petite vérification qui sera forcément false dans tous les cas. Hein. Et le destructeur, je détruis juste
en fait les identifiants de render buffer. Je détruis le frame buffer, les back buffers, il y a des identifiants aussi, ouverts par la suite, et je clear les différentes données. Donc, ce qui va nous insérer ici, donc attach color buffer, donc je vérifie si le buffer attachment index ici, et bien, hop, si c'est pas supérieur à 31. Donc, dans tous les cas, ouais, parce que j'ai mis color attachment index ici, et en réalité, ouais, j'ai mis le attachment index ici, et on spécifie si on n'est pas supérieur à 31, et si c'est pas supérieur à 31, je peux appeler la sous-fonction interne, qui va être la plus importante ici. Alors, donc je fais pareil ici, hein. Ici, c'est la différence entre ça et ça, c'est que tout simplement, ici, on peut passer des paramètres de texture, alors qu'ici, on ne va pas les passer, et ce sera des paramètres par défaut. Donc, voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les depths, stencil, tout ça. Et ici, donc ça, c'est important pour détacher le buffer, on va juste le voir après. D'abord, on va s'intéresser à attach buffer. Donc, on bind le frame buffer. Est-ce qu'on souhaite soit utiliser une texture classique, soit un render buffer ici? Donc si on souhaite ici une texture classique, eh bien, donc soit j'ai déjà en fait attaché un buffer, en fait on attache un buffer à un attachement, on peut pas attacher deux buffers au même attachement. Donc si j'ai déjà attaché un buffer à l'attachement couleur par exemple, eh bien je vais juste récupérer en fait l'ID, ici le layer en question. Et si le layer est -1, c'est que je dois initialiser l'ID. Et sinon, je peux directement passer à la suite et reallouer en mémoire le buffer. Donc, si on n'a jamais créé de texture, et bien ici je génère la texture, je lui passe l'identifiant au layer texture info et j'envoie le layer texture info dans mon tableau de mlayer texture info qui se trouve, je rappelle, dans texture, qui se trouve ici, dans la classe texture. Hop. Ensuite, ici, mTextureBuffer, c'est juste que j'ai un buffer qui me permet de savoir le layer, il est attaché à quel attachement. Donc par exemple ici, couleur, ça va être le layer 0 va être attaché à la couleur buffer. Et ensuite, layer index, bien, c'est ce que j'en aurai besoin par la suite. Ce sera le layer en question. Ici, on génère un buffer si on a activé le double buffering. Et sinon, on envoie -1, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de double buffering. Donc, après ici, c'est une petite particularité avec le double buffering, mais admettons qu'il n'y a pas de double buffering. Donc, je récupère l'ID, ici, je bind, je mets tous les paramètres adéquats. Ici, j'attache le frame buffer. Et est-ce que je souhaite générer les bitmaps? Si je souhaite générer les bitmaps, eh bien, je les génère. Ça, c'est le double buffering, vous verrez par la suite, on reverra ça par la suite. Et en render buffer, ça sera classique. Donc, hop, je génère l'identifiant. Si on ne l'a pas déjà attaché, je récupère l'identifiant et je bind, je l'alloue en mémoire et je lui passe, j'attache le render buffer au frame buffer. Et là, c'est la fameuse fonction que je vous ai dit qui permet de savoir est-ce que en fait l'attachement c'est bien fait. Et si l'attachement c'est bien fait, ça va nous renvoyer frame buffer is initialized ou non, ou sinon frame buffer not properly initialized. Donc là, on va bind le frame buffer, etc. Donc ça, c'était pour la render texture. Donc c'était pour comment on gère la render texture. Et maintenant, pour le rendu, ce qu'on va souhaiter faire, c'est que en fait, on va associer une render texture à des caméras. Et c'est pour ça que maintenant, dans caméra, vous verrez que dans caméra component, donc là, j'ai ma première caméra, hop, ici, caméra entity avec un caméra component. Caméra 2, c'est la caméra qui va nous intéresser, et on va lui spécifier une render texture ici. Donc il va venir prendre la render texture, et le render texture, hop. Donc, render texture ici. Je passe une render texture, alors c'est un rouge jaune sur mon
Ah non, il n'y a pas d'erreur. Bon. Donc on lui passe la render texture et vous verrez qu'on va pouvoir rendre ce que voit la caméra dans cette frame buffer. Alors ici, ce que j'ai fait, donc c'est ma fonction de display. Donc je parcours toutes mes caméras et en fonction de est-ce que ma caméra a une render texture ou non, s'il en a une, et bien en fait je vais venir bind le frame buffer, je vais clear comme à mon habitude et une fois que j'ai bind ici, ben en fait tous les appels de rendu ici, donc le draw ici, notamment tous les appels d'OpenGL, hein, tout ce qu'on fait ici, gel blend color, color mask, draw element, et bien maintenant on veut être associé au frame buffer qu'on aura bind juste ici. Donc ce qui est pratique, c'est que maintenant tous les rendus vont se faire dans ce frame buffer. Et ensuite à la fin, si j'avais un render, je unbind, parce que j'en aurai plus besoin. Ça vous verrez par la suite, et ça vous verrez par la suite. Hop, donc ce qui est pratique, c'est que maintenant là, les rendus vont se faire en fait dans les textures qu'on aura définies, hein, les buffers de la render texture, hein, donc les buffers qu'on aura initialisés ici. Donc tous les rendus vont se faire en fait dans ces textures là. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui va nous permettre de spécifier maintenant donc la render texture, on l'a initialisé ici. Hop. Donc j'attache le color buffer, j'attache le stencil depth buffer avec les différents paramètres ici. Donc j'ai repris les paramètres que on avait mis à chaque fois ici, c'est les mêmes. J'ai juste repris les mêmes paramètres. Donc ça, 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 ça et ça. C'est globalement la même chose. Et donc là le false qui est ici, hop, c'est juste, si je vous montre, c'est est-ce que je vais utiliser alors, le false, c'est hop, et hop. Donc c'est le tac tac tac. D'ailleurs, pourquoi c'est false? Comme ça. Data type, color attachment index. Voilà, non, c'est plutôt 0 ici. Et layer. Voilà, c'est plutôt comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on attache le color buffer, on attache le depth style buffer. Donc ma render texture est bien initialisée. Donc j'ai juste fait une petite fonction pour créer un render texture par défaut aussi ici. Initialiser juste avec la largeur et la hauteur. Hop. Donc cette render texture, on va pouvoir l'utiliser maintenant pour pouvoir l'attacher à la caméra. Et on va notamment, donc, hop, si je lance, donc on va pouvoir notamment associer un matériel et un shader. On va pouvoir associer un matériel et un shader à cet écran-là, qui va être associé. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va créer un matériel, render matériel, je lui passe des paramètres, et ce qui va nous intéresser ici, hop, c'est cette texture, et ici on a mis render texture, et on lui passe le matériel texture, parce que, si je vais vous montrer le shader, il ressemble à quoi? Alors le shader, tac, on va dans Asset, donc render shader, hop, ici, hop, on a des matériels, une couleur, une texture, là c'est ce qui va permettre de pouvoir étirer la texture ou non, on n'aura pas besoin, et donc je lui passe les différents paramètres, et notamment je lui passe ma render texture qui va être qu'on va pouvoir utiliser dans notre fragment shader. Et le shader, je l'ai initialisé tout en haut, donc là où j'ai initialisé mes shaders ici, hop, juste ici. Donc le render shader frag et Blickfong shader vert, parce que c'est le même, donc je vais pas utiliser une autre variante comme c'est le même.
mais c'était vraiment le fragment qui nous intéressait. Et pour le hop, donc, une fois que j'ai initialisé mon matériel de render, hop, eh bien on va pouvoir le spécifier à un mesh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le spécifier en fait au mesh de l'écran. Donc dans mon OBJ, il y a un desk, et en fait le quatrième entité qui est téléchargée ici correspond à l'écran. Et je lui associe le matériel et le shader. Et juste, donc si je lance, on voit bien que là, la caméra qui est ici, eh bien, correspond bien au rendu qui est juste ici. Et comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai juste en fait affiché, hop, donc dans RenderFrag, ici. Donc là, j'ai mis un commentaire, vous verrez que on va le décommenter par la suite, on en aura besoin. Mais là, ici, donc color, here, on a juste multiplié la couleur par la texture avec des coordonnées UV qui ont été associées. Et je lui envoie la couleur et c'est tout, hein. On n'a pas besoin de faire plus que ça. On doit juste afficher ce que voit la caméra. Et en réalité, c'est ce qui est bien de ce genre de shader, c'est qu'on pourra appliquer des filtres en fait, filtres d'écran, parce que là la caméra, l'écran il est, ça peut être, on peut faire des effets un peu anciens avec des sentiments par exemple sur des écrans. Ça peut être, dans certains cas, ça peut être intéressant. Et voilà, donc ça c'était pour la couleur. Mais vous verrez que là, bah, juste comme ça, vous verrez qu'il y a des petits soucis qui peuvent apparaître. Si par exemple, je mets ma caméra orientée à l'écran. Hop, on va mettre la caméra orientée à l'écran. Donc, caméra, ça c'est l'OBJ de la caméra. Hop. Là, ici, la caméra est récursive, c'est que ici, on va chaque fois afficher, et vous verrez que ça scintille beaucoup, ça fait n'importe quoi ici. Tout simplement, c'est que la texture là, elle est lue et écrite en même temps. Et c'est pas forcément le but. Donc il y a deux moyens de pouvoir régler ça. Donc soit on active on génère les bitmaps. Hop, je génère les bitmaps. Et je me mets pas en binaire, je me mets en trilinéaire. Hop, si je me mets en trilinéaire et que je génère les bitmaps, vous allez voir, hop, qu'on n'aura plus de problème de sentiment, pour une bonne simple raison que je vais vous expliquer par la suite. Hop, vous voyez qu'on n'a plus les sentiments et que la récursif se passe bien. C'est que tout simplement là, la texture qui est utilisée ici n'est pas la texture de rendu, mais une texture qui a été générée par la suite, et c'est une bitmap en fait, qui n'est pas la cible directement de la render texture. Donc si on revient, vous avez dit qu'on avait généré des bitmaps, et bien en réalité il faut les générer à chaque fois qu'on rentre dans notre frame buffer. Donc c'est pour ça qu'ici j'avais fait GL generate all bitmap, c'est que à chaque fois qu'en fait qu'on rend, donc à chaque fois qu'on bagne ici, qu'on génère différentes, enfin qu'on dessine dans notre frame buffer, eh bien il faut ensuite également générer les bitmaps. Donc ici je génère les bitmaps comme d'habitude, hein, je bind et je génère la bitmap avec la texture. Et general all bitmap, j'ai mis false ici car tout simplement je peux force la génération, et si je force pas la génération, ça va tout simplement utiliser le booléen qu'on aura spécifié tout en haut. Donc je génère le bitmap là, mais on n'est pas obligé de générer les bitmaps également, on a une deuxième méthode. D'ailleurs là j'ai généré les bitmaps à la fois pour le color buffer et également pour le depth stencil buffer, mais pour le depth stencil buffer on n'est pas obligé, on peut soit ne pas générer une bitmap, soit en fait on peut également utiliser directement un render buffer. Vous allez voir ici la valeur true, c'est pour spécifier qu'on souhaite utiliser un render buffer et pas une texture classique. Et vous allez voir que il n'y aura pas de problème aussi, hein. De toute façon là on a affiché le color buffer. Hop. Et la deuxième méthode
que je vais parler ici, c'est le double buffering. Et en réalité, si, donc je peux toujours mettre en bilinéaire et ne pas générer les bitmaps. Hop. Donc ici on va laisser un trou. Et pour les ici, on va mettre, vous verrez que également ça va fonctionner. Et si on fait du double buffering, on n'a pas de problème aussi. Donc là, le double buffering, à quoi il va consister? Eh bien, en fait, la texture qui sera utilisée pour l'échantillonnage dans notre shader sera une copie en fait du frame buffer qui va venir différencier en fait le rendu et la lecture, en fait l'écriture et la lecture. Donc comment ça va fonctionner, c'est que hop, donc, si je spécifie à true, donc là le booléen ici il a true, et dans attache buffer, on a également un booléen ici à true, et si je souhaite utiliser enable le double buffering, hop, ici, et eh bien en fait je vais générer un identifiant pour le back buffer. Je vous rappelle, j'avais une liste de hop, une liste mback buffer ici d'identifiants. Hop, et ici, donc j'enable le double buffering, et bien le rendu va se faire ici dans le back buffer à chaque fois. Et ce qui va nous intéresser, nous, pour la lecture, ça sera d'utiliser le front buffer. Donc, c'est pour ça qu'on aura deux identifiants à chaque fois. Donc là, ici, le texture ID, si on a enable le double buffering, bah, ce sera le back buffer. Et ensuite, si je vais enable le double buffering, et bien je vais prendre le texture ID de classique ici, et je vais également initialiser des données. Donc là, on aura deux buffers pour chaque attachement. Si on a enable le double buffering, et ensuite, donc une fois que j'ai créé les deux buffers, et bien ce qui va nous intéresser, c'est que à chaque fois que je vais rendre hop, ici, donc à chaque fois que je vais rendre ici, donc là ça va bind le frame buffer. Ça sera dans le back buffer, et je vais venir swap les buffers ici, qui va venir intervertir. Hop, donc, le rendu a été fait. Maintenant, je peux dire que maintenant le back buffer, bah, ça devient le layer de lecture, et le layer de lecture devient le back buffer. Je vais juste swap en fait les deux rendus, et j'associe le bon buffer ici au frame buffer, texture. Donc tout simplement, c'était une petite particularité, c'est que quand on a la caméra qui est orientée, en fait quand on lit et quand on écrit en même temps, bah, il peut avoir des petits problèmes, et c'est toujours bien d'avoir soit du double buffering, soit des bitmaps. Je dirais que le mieux c'est le double buffering, mais à voir les situations, en termes de performance ou pas, ce qui est le mieux. Donc ça c'était pour le color buffer. Et maintenant ce qui nous intéresse, qui pourrait nous intéresser aussi, hop, on va juste faire ça comme ça. Ce qui pourrait nous intéresser aussi, c'est de pouvoir visualiser en fait le depth buffer donc, à l'écran. Donc là, on voit bien que là, on a le color buffer. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est non pas lire le color buffer, mais le depth buffer. Eh bien, on peut également le faire dans le moteur. C'est que j'ai fait une petite particularité aussi. C'est que quand on vient spécifier en fait la render texture au render matériel ici, donc quand je fais render matériel cette texture et que je viens passer la render texture, je peux lui spécifier un layer. Et je ne vais pas prendre le layer 0, parce que le layer 0 c'est le color buffer, mais je vais prendre le layer 1, qui sera le depth stencil buffer. Donc, là, on a bien spécifié la bonne texture. Et dans notre shader, donc là, on voulait dessiner le color. Pour le depth, ça va être un peu plus compliqué, car tout simplement, on peut pas faire ça. Hein. Vous allez voir. Hop, si je le fais, on va d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait si je lis juste la texture de manière classique. Hop, comme ceci. Vous allez voir qu'il y aura rien qui va se passer. Hop, hop.
Une erreur. Render texture 1. Ouais, bon, c'est normal parce que ici j'ai mis. Là, c'est on utilise un render buffer. Moi, je veux pas utiliser de render buffer. Je veux utiliser également une texture. Donc là, j'utilise la texture pour le depth stencil. Et vous voyez que c'est tout noir. C'est vraiment ce qu'on veut. Il y a plusieurs problèmes à ce qu'on a fait ici et qu'on peut pas utiliser directement ici. C'est que déjà de 1, le stencil, il est que sur un seul channel. Donc, ou en tout cas, il est sur les 4 channels, ce sera la même valeur. À voir comment OpenGL gère. Mais moi, j'ai pris le depth stencil, c'est la valeur rouge ici. Mais globalement, si on prend que la valeur rouge, eh bien, ça ne va pas fonctionner, hein. Donc, si par exemple, je faisais ça sans commentaire, donc depth stencil, si je prenais la couleur, hop, si je prenais la couleur, là c'est une couleur qui est 1, 1, 1, 1, que je multiplie par depth stencil, on n'aura pas forcément le truc qu'on veut aussi, c'est tout noir, hein. Car tout simplement, hop, là on a la valeur déjà de depth stencil. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le depth. Donc, on va revenir un peu comme avant. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le depth. Donc, première chose à faire, si on veut avoir juste le depth, donc si je vais dans la documentation, hop, ceci, donc ce qu'on utilise ici, c'est unsign int 24.8. Donc, les 8 premiers bits, c'est le stencil, et les 24 bits suivants, c'est le depth. Donc ce qu'on fait, c'est que on convertit en entier unsign int. Donc ça, c'est la valeur max, c'est 2 puissance 32, hein. 2 puissance 32 moins 1. Donc ça, c'est la valeur max que prend un uint. Et depth stencil est entre 0 et 1. Donc je vais récupérer juste le depth. Donc ensuite, je fais une opération de décalement de bits. Donc je décale de 8 par la droite. Donc ce qui va faire que là, les 24 bits ils vont être décalés ici de 8. Et ensuite, là, on a la valeur en uint. Et ensuite, je veux remettre en float entre 0 et 1. Donc, ici, c'est la valeur entre 0 et 1000, 16 millions, etc. Donc ça, c'est 2 puissance 24. On rappelle que là, comme on est sur 24 bits pour le depth, donc ici, c'est 2 puissance 24. Et ici, ça va permettre de pouvoir remettre entre 0 et 1. Donc là, on a notre valeur de depth. Donc, qui pourrait marcher, hein, on pourrait faire hop, depth. Et vous verrez que ça ne va pas fonctionner également. Hop. Donc là, le depth. Hop. Alors, il y a un. Juste. Faire quand même. Faire ça.
Bien. Ça n'a pas, ça n'avait pas fonctionné, donc non. On va revenir là-dedans. Si je fais juste ça. Donc vous voyez que ici c'est tout blanc. Là c'est parce que notre depth il est non linéaire. Nous ce qu'on souhaite l'avoir c'est en linéaire. Et donc ce qu'on peut faire, donc hop, c'est convertir en linéaire. Et si vous voulez avoir plus de détails sur comment passer du linéaire, enfin, d'un depth non linéaire en linéaire, vous avez la vidéo dédiée sur le depth test notamment et le depth buffer. J'ai fait une vidéo dédiée sur comment on passe du non linéaire au linéaire et de pourquoi justement là le depth il est non linéaire. Donc, ici on a linéaire depth. Hop, je vous montre en fait à chaque étape ce que ça rend et c'est bien d'avoir les résultats. Et donc là on a notre shader en non linéaire, enfin en linéaire plutôt, enfin notre rendu depth en linéaire. Et moi ce que je voulais avoir, c'est avoir une sorte de dégradé en fonction de la distance, mais comme là la distance de ma caméra elle est de 1000, donc là c'est pour ça que les éléments très proches sont noirs et les éléments très loin sont blancs. Et moi ce que je voulais c'est juste avoir un depth linéaire entre 0 et 10. Et c'est pour ça que ici j'ai rajouté ceci, ce qui va me permettre, donc partielle distance est 10, distance, donc là ça me permet de savoir entre 0 et 1 qu'est-ce que je veux interpoler, et ici je clampe si c'est supérieur à 1.
Donc vous allez voir que ça va faire un petit dégradé intéressant qui me permet d'avoir la distance en fonction de sur 10 mètres. Donc c'était à peu près tout. Vous verrez que ça nous donne un bon résultat et je pense qu'on est à peu près bon. On est à peu près bon et après ensuite ouais, on est à peu près bon. Et notamment ici du coup, vu que maintenant on utilise le DEFS, bah ici on peut tout simplement, vous verrez que ça marche aussi. Si j'utilise un render buffer pour le color buffer, eh bien vous allez voir que ça va fonctionner. Et j'ai une petite optimisation à faire ici aussi. Et vous voyez que ça fonctionne très bien, qu'on a bien le même résultat. Hop. Mais par contre, si je mettais trop ici, eh bien on verrait que ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas voir la texture et donc la texture ne pourra pas être échantillonnée et ça va être tout noir. Donc c'est aussi une petite particularité à savoir, c'est que faut bien renseigner les bons paramètres. Bah, je pense qu'on est bon. Hop. Donc je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo et me dire si vous avez des questions concernant les frame buffers en général. Et je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.